Avant toute chose, pour ceux qui nous écoutent, il y a une petite précision importante à faire. Cette exploration audio est en fait générée par une intelligence artificielle. Ouais, c'est toujours bien de le préciser d'emblée. Exactement. Et le contenu qu'on va analyser aujourd'hui est basé sur la transcription originale allemande de l'épisode 219 du podcast Mister Futsal. Le titre original de cette émission, c'était un truc du genre, attends, c'est équipe top plus joueurs de la saison, DFB.TV et futsal, et les U19 meilleurs que la Bundesliga. C'est exactement ça. Et bien sûr, on salue les hôtes originaux de ce super podcast germanophone, à savoir Sébastien Rausch, le docteur Daniel Weimar et Christian Wolfelscheiner. Tout à fait. Allez, sans faire de grands résumés ou de bandes-annonces, on va plonger direct dans l'ordre chronologique de leur discussion. Bon, décortiquons tout ça. Imaginez ouvrir un vieux placard. D'accord, je t'écoute. Vous tombez sur un vieux pantalon de survêtement, un truc complètement banal récupéré il y a des années. Ouais. Et là, vous réalisez soudainement que ce pantalon appartient aujourd'hui au double meilleur gardien du monde de futsal et vainqueur de la Ligue des Champions. Non, mais c'est fou comme anecdote pour commencer. C'est littéralement l'anecdote qui ouvre les sources qu'on analyse aujourd'hui. L'un des hôtes originaux possède le vieux pantalon Adidas de Luan Müller. Attends, le vrai Luan Müller. Le vrai. Il l'a récupéré lors du championnat du monde étudiant de 2016 au Brésil. À l'époque, Luan Müller, c'était personne. C'est clair, il sortait de nulle part. Il était juste la doublure d'un gardien qu'on surnommait Careca. Et tu sais ce que ça veut dire en portugais? Non, pas du tout. Ça veut dire chauve. Ah ouais, d'accord. Donc le mec était la doublure de chauve, et aujourd'hui c'est une superstar mondiale qui écoute le podcast de notre hôte allemand. C'est quand même dingue. Ouais, c'est une anecdote qui semble presque irréelle, mais en fait, ça illustre parfaitement une réalité très mécanique du futsal d'aujourd'hui. C'est-à-dire? C'est un écosystème où le sommet absolu et la base sont encore hyper connectés. Je veux dire, le fait que l'équipement d'un joueur universitaire brésilien anonyme finisse en Europe, Oui. et que ce même gars devienne une légende mondiale, ça montre à quel point les frontières de ce sport sont poreuses. La circulation des talents, elle est permanente. C'est vrai, il y a une fluidité internationale incroyable. Sauf que, et c'est là le paradoxe, cette fluidité internationale, elle masque une paralysie structurelle totale au niveau local. Ah, la fameuse réalité du terrain. Parce que oui, le contraste dans les sources est brutal. On passe d'une superstar brésilienne à la réalité glaçante d'un club allemand, le TSV Weilendorf. Voilà, on retombe vite sur terre, hein. Grave. Les documents évoquent des joueurs de ce club comme un certain David C. ou Dindik, et le truc c'est que ce sont des gars qui n'ont même pas de passeport allemand. Ils sont là par hasard, en fait. Exactement. Ils se sont retrouvés dans cette région uniquement pour des raisons professionnelles. Et au final, ce sont eux qui portent l'équipe. C'est quand même problématique pour une ligue de haut niveau. Bah oui, on compte sur des concours de circonstances professionnelles pour alimenter la ligue. On est à des années-lumière d'une vraie détection de jeunes talents locaux. Et le terme clé qui ressort de l'analyse des sources sur ce point précis, c'est la douleur. La douleur. Genre physique. Non, la douleur psychologique du développement. En gros, les clubs refusent d'affronter la douleur de former un jeune. Ah, je vois. Parce que ça prend du temps. C'est ça. Former un jeune de 17 ou 18 ans, c'est accepter qu'il va rater une passe décisive, qu'il va coûter un but stupide. Et qu'au final, il va faire perdre des matchs à l'équipe. Exactement. Donc les dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? Ils privilégient la sécurité. Ils recrutent des joueurs étrangers déjà tout formés. C'est du prêt à gagner. Du prêt à gagner, c'est une bonne expression. Mais en même temps, on tape facilement sur les entraîneurs ou les clubs. Ouais. Mais il faut être réaliste, 2 secondes. Si un coach aligne des jeunes, qu'il perd 3 matchs d'affilée et qu'il se fait virer le mois suivant, on peut pas lui reprocher de choisir la sécurité. Mais totalement. Le problème, c'est pas le manque de courage des coachs, c'est le manque de structure des clubs. C'est ça. Les sources parlent de la nécessité absolue d'avoir un plan sur 3 ans, avec un minimum de 3 entraînements par semaine et une petite compensation financière pour les joueurs. Et sans ce plan triennal, les clubs font du bricolage. L'absence de vision à long terme, ça crée une boucle de rétroaction hyper négative. Ouais, c'est comme une start-up qui exigerait des employés avec 10 ans d'expérience, mais qui refuserait de prendre des stagiaires. C'est une excellente analogie. Comment l'écosystème peut survivre comme ça? Ils exigent des performances dignes d'une équipe pro expérimentée, tout en refusant d'investir le temps pour créer ces pros en interne. Et le résultat, c'est une ligue qui stagne, une ligue incapable de générer ses propres stars et qui regarde impuissante le dynamisme explosif qui se passe ailleurs. Et ce dynamisme, nos sources en parlent en long et en large. Si on quitte l'Europe et qu'on regarde le Brésil ou l'Asie, c'est d'une autre dimension.
Ah oui, le Brésil, hein. Lors d'un affrontement au sommet entre Magnus et Carlos Barbosa, l'ambiance était folle. Ouais, avec ce joueur-là, Rodrigo Capita. Surnommé El Torpedo Humano. Rien que le surnom annonce la couleur. Grave. Le mec arrache un match nul 3-3 en marquant à très exactement 2 secondes de la fin du match. La tension est palpable, les foules sont en délire. Ça rappelle un événement similaire mentionné dans les sources avec l'équipe de Preußen Münster en Allemagne, mais au Brésil, l'échelle de ferveur est différente. Mais ce sport produit aussi des anomalies statistiques complètement absurdes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Absurde, c'est le mot faible. L'analyse mentionne un match récent au Brésil entre Gurrio et Amigos Dem, Ouais, et le score final, 41-0. 41-0. Et ça a rappelé aux hôtes originaux un énorme traumatisme national. Oh oui, le fameux match légendaire en Allemagne. L'équipe de Kinden im Halle avait explosé le CFC Hertha sur le score de 101-1. 101, c'est fou. Mais mécaniquement parlant, comment on arrive à 101 buts dans un sport où le chronomètre tourne? J'ai fait le calcul, c'est un but toutes les 20 secondes. En fait, un tel score, c'est le symptôme d'un gouffre structurel colossal. C'est-à-dire, Ça se produit dans les bas-fonds des ligues amateurs. T'as une équipe qui se présente avec genre 3 joueurs à moitié blessés, ouais, sans gardien de métier, et ils tombent face à une équipe hyper structurée. Ces scores extrêmes, ça révèle le côté encore très Far West de ce sport. des poches de professionnalisme intense entourées par un vide amateur béant. Mais la vraie révélation des sources sur la ferveur populaire, elle vient d'Indonésie. L'Indonésie, ouais, c'est le marché qui défie absolument toutes les logiques européennes. Déjà, les noms des équipes sont électriques. Black Steel, Cosmo Futsal, Bintang Timur. Et puis, il y a eu l'arrivée de la star portugaise Ricardinho. Ça a provoqué une véritable onde de choc là-bas. Les sources décrivent des scènes complètement irréelles. Des salles surchauffées, pleines à craquer. Et le détail qui tue, les spectateurs se tiennent littéralement debout sur les lignes de touche. C'est ça. On frôle l'ambiance des matchs de streetball à New York ou même de la NBA. Du coup, on est en droit de se demander pourquoi l'Europe propose un produit si froid et aseptisé en comparaison. Est-ce qu'on n'a pas aseptisé le sport? C'est une question d'ADN sportif, en fait. En Europe, on a institutionnalisé le futsal de manière très rigide et très rapide. On a mis des barrières, quoi. Voilà, des barrières, des tribunes éloignées du terrain, des règlements stricts sur le comportement du public. Il faut applaudir poliment, c'est ça. Alors qu'en Indonésie ou en Amérique du Sud, le sport tire sa légitimité de la rue. La proximité physique, le bruit assourdissant, Le fait de sentir la sueur des joueurs au premier rang. exactement. C'est ce qui fait la valeur de l'événement. La chaleur du public, là-bas, c'est pas un accessoire, c'est le produit lui-même. Et en Europe, en lissant tout ça pour faire soi-disant professionnel, on a un peu étouffé cette énergie primitive qui rend le futsal si hypnotique. Et tu sais, cette opposition de culture, elle s'arrête pas au gradin. Elle dicte aussi ce qui se passe sur le parquet. Et les notes sur la Copa Libertadores en sont la prouve éclatante. D'abord, un fait marquant. Tout le tournoi s'est disputé sur des parquets magnifiques et s'était diffusé gratuitement. Ouais, en haute définition sur YouTube. On va reparler de l'accès payant en Europe tout à l'heure parce que le contraste va être féroce. Mais regardons le match clé. Magnus Futsal, l'équipe brésilienne, contre Divino Ninho. L'équipe équatorienne. C'est ça, victoire 5-1 de Magnus. Bon, au-delà du fait que l'entraîneur équatorien donnait l'impression, je cite les sources, d'être en vacances à Majorque. Sa tenue devait être mémorable, hein. Apparemment. Mais ce qui choque vraiment l'Europe dans ce tournoi, c'est le physique des joueurs brésiliens. Les joueurs de Magnus sont massifs. L'analyse souligne que la plupart d'entre eux, ils échoueraient probablement aux tests de conditions physiques standards en Allemagne. Attends, vraiment? Ils passeraient pas les tests allemands? Non, parce que les tests européens privilégient l'endurance aérobie, la minceur, le profil du coureur. Et pourtant, ces Brésiliens dominent techniquement et athlétiquement. Alors comment on explique cette domination? Les sources opposent le système tactique européen en 4-0 au système sud-américain en 3-1. C'est une opposition philosophique majeure. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas de tableau tactique sous les yeux, ça ressemble à quoi concrètement sur le terrain? Alors, le 4-0 européen, c'est 4 joueurs alignés ou en rotation permanente autour de la surface. Il n'y a pas d'attaquant fixe. D'accord? Donc ça bouge tout le temps. Voilà. Le ballon circule vite, on demande aux joueurs d'être des marathoniens ultra mobiles, ils interchangent leur position sans cesse pour créer un déséquilibre tactique. C'est très propre. C'est structuré. Et le 3-1 sud-américain, du coup, c'est quoi? Le 3-1, c'est 3 joueurs derrière et un joueur massif qu'on appelle le pivot qui est ancré devant, dos au but adverse. Donc lui, il bouge pas partout.
Non, il utilise son poids, son envergure pour protéger le ballon et absorber les chocs physiques des défenseurs. Ensuite, il distribue le jeu où il pivote pour frapper. D'où le nom de pivot. C'est ça. Et la lourdeur apparente de ces joueurs brésiliens, ça cache en fait une capacité d'accélération foudroyante sur les 3 premiers mètres. Ouais, ils n'ont pas besoin de courir un marathon en fait. Exactement. Ils ont besoin de gagner un duel physique intense et de sprinter sur 5 mètres. Le système 3-1 demande un instinct brut que le 4-0 européen, qui est trop cérébral, a beaucoup de mal à contrer. En gros, on forme des joueurs d'échecs en Europe, pendant que l'Amérique du Sud forme des lutteurs capables de sprinter. C'est un bon résumé. Mais ça amène un problème majeur. Comment l'Allemagne peut-elle espérer affronter ces monstres physiques si elle ne développe même pas ses propres talents à la base? Ah, là on touche au cœur du problème. Parce que le constat fait par les sources sur l'équipe nationale allemande des U19, donc les moins de 19 ans, c'est terrifiant. C'est l'anomalie la plus criante de toute cette analyse. 22 joueurs sont convoqués à Francfort pour un camp de préparation avant un tournoi en Croatie. Sur ces 22 internationaux, devine combien jouent réellement dans un club de futsal? La source dit que seuls 8 joueurs évoluent dans un vrai club de futsal. 8 sur 22, la ville de Berlin envoie 6 joueurs à cette sélection nationale. Pas un seul de ces 6 gamins ne joue en club de futsal au quotidien. Ils viennent tous du football sur gazon. Mais c'est un truc de fou. C'est comme avoir une équipe olympique de natation composée de joueurs de water-polo. Comment les clubs de la Ligue élite peuvent ignorer les internationaux de leur propre pays? L'explication, elle est malheureusement économique. Il n'y a aucun business plan pour la jeunesse dans ces clubs. Aucun département de recrutement stratégique. Rien. Et tu sais, intégrer un joueur de foot sur gazon dans un système de futsal, lui apprendre les rotations tactiques, lui faire perdre ses vieux réflexes, c'est chronophage. Et ça coûte de l'argent. Voilà, les équipes de Bundesliga réclament publiquement du développement national. Mais en privé, personne ne veut assumer le coût, même minime, de cette transition. Donc l'équipe nationale U19, c'est juste une coquille vide, un rassemblement d'athlètes qui ne pratiquent même pas le sport qu'ils représentent? C'est le grand paradoxe. Les auteurs de l'analyse proposent d'ailleurs une solution assez radicale pour régler ça. Laquelle? Que la fédération impose une règle stricte. Si un jeune veut être en sélection U19, il a 6 mois pour signer dans un vrai club de futsal. Sinon, il est hors jeu. Il faut forcer la main au système, quoi. Mais bon, la fédération semble beaucoup plus occupée par un autre projet. Ah oui, la monétisation de la diffusion. DFB TV. Voilà le fameux nœud économique. La fédération lance cette plateforme pour 5,99 € par mois. C'est aussi inclus avec Sky ou DAZN, je crois. Oui, c'est ça. Et elle promet de diffuser la Bundesliga de futsal, la Coupe féminine, le beach soccer. Sauf qu'il y a un piège énorme souligné par les sources. Lequel? La fédération encaisse l'argent de l'abonnement, mais ce sont les clubs locaux qui doivent continuer à acheter leurs caméras, payer des cadreurs et produire eux-mêmes le flux vidéo. Attends, les clubs payent la production et la fédération prend l'abonnement. Exactement. Et on demande au grand public de payer pour voir ça. Le débat dans les sources fait rage. Est-ce une vraie chance de centralisation ou juste du jargon de consultant d'affaires pour masquer une mauvaise idée? D'un point de vue économique, ça bloque totalement, sur un concept très précis, le capital de consommation. Le capital de consommation, tu peux nous expliquer comment ça s'applique ici? Bien sûr. Contrairement à un film sur Netflix où tu peux juste cliquer et regarder sans effort, un sport, surtout un sport de niche, ça demande un investissement intellectuel préalable. Ouais, faut connaître les règles, quoi. C'est ça? Pour qu'un spectateur paye 6 €, il doit comprendre les règles, s'attacher à l'histoire d'un club, saisir les enjeux d'une rivalité locale. Ce socle de connaissances, c'est le capital de consommation. D'accord. Et on ne peut construire ce capital que si le produit est massivement accessible et gratuit au départ. Comme la Copa Libertadores sur YouTube dont on parlait. C'est d'une logique implacable. C'est comme me demander de payer un abonnement pour suivre la 3e division de curling en Suède. Même si l'image est belle, tu vas pas payer. Bah non, je sors pas ma carte bancaire parce que je ne connais ni les règles, ni les stars. Mettre un sport naissant derrière un mur payant, ça étouffe la croissance organique avant même qu'elle ne commence. En voulant singer l'économie des sports majeurs, la fédération ignore la base. Sans visibilité, impossible de créer de la passion. Et sans passion, pas de foule comme en un menuisier. Et donc, le développement des jeunes U19 devient inutile puisqu'ils n'ont pas de scène sur laquelle briller. Tout est lié. C'est un cercle vicieux. Mais bon, malgré ce chaos structurel, malgré la diffusion payante absurde et le manque de jeunes, le sport survit quand même. Oui, il survit grâce à l'élite sur le terrain. Les sources consacrent une belle partie à l'élection des joueurs de la saison. C'est important de célébrer les talents de la Bundesliga. Et avant de balancer des noms, clarifions un peu les postes pour l'audience, car le jargon est très spécifique. Absolument. Le futsal s'articule autour de 3 rôles clés. D'abord,
le fixo. Le fixo, c'est le défenseur A. C'est le joueur le plus reculé, ouais. L'encre défensive. Il doit avoir une vision parfaite du jeu, car c'est lui qui orchestre la relance et couvre les erreurs des autres. D'accord. Et ensuite, on a les alas. Les alas, ce sont les ailiers. Ce sont les moteurs de l'équipe. Des joueurs de percussion capables de déborder sur les flancs et de multiplier les allers-retours à très haute intensité. Et enfin, le pivot, dont on a parlé avec le système brésilien. L'attaquant de pointe qui joue dos au but. Voilà, c'est ça. Alors, qui s'est démarqué cette saison selon nos sources? Du côté des fixos, on mentionne Asaf Kevi. Il est décrit comme le joueur de structure parfait. C'est le gars qui ne fait pas forcément les highlights sur Internet, mais sans qui toute l'équipe s'effondre. Il y a aussi Gabi Oliveira, qui est un grand stabilisateur. Et Ribera, qui est qualifié de joueur hybride. Ah, Ribera. Le qualifier d'hybride, c'est très révélateur de l'évolution tactique. Un bon fixo moderne ne peut plus se contenter de défendre. Il doit attaquer aussi. Ouais, Ribeiro est capable de casser les lignes par des percées soudaines. Il transforme une posture défensive en attaque surnuméraire instantanément. C'est un cauchemar pour les défenses. Impressionnant. Chez les Alas, on a pas mal de noms cités. Fayazi ou Boril, Bilal Mezaziaï. Il y a aussi Sorokin, qui a littéralement porté l'équipe de Haute Five, et Oudak, qui a sauvé les Panthers de Cologne. Et chez les pivots, on retient Arifi, qui est super créatif dos au but, et Carlos Neves, très adaptable et impactant. Et enfin les gardiens. On évoque l'énergie volcanique de Johnny Godet, de l'équipe Lyria, capable de réveiller toute une salle. Mais tous ces talents sont éclipsés par un seul homme. La décision unanime des auto-originaux, Philippe Plinss. Le gardien de l'équipe de Wallemdorf. Il est couronné joueur absolu de la saison. Mais l'ironie, c'est qu'avec les problèmes de production vidéo imposés par DFB.TV, il y a très peu d'images de lui. On les lit presque sur la base de rumeurs et de témoignages oraux. C'est dingue. On élit des légendes sur la base de mythes locaux, faute de caméra. C'est le propre des sports en développement. La transmission orale crée les légendes bien avant la télé. Mais pourquoi lui, spécifiquement, si on a peu d'images? Parce que Philippe Plinss, il ne fait pas l'unanimité uniquement pour ses arrêts réflexes. Les sources justifient ce choix par son investissement total en dehors du parquet. C'est-à-dire? Il entraîne les jeunes du club, il consacre ses soirées à s'occuper de l'équipe féminine, il a un véritable statut de légende locale. Ah, il incarne le franchise player, en fait. Exactement. Non pas au sens financier américain, mais au sens communautaire. Plinss représente ce qui manque cruellement au niveau macro, un engagement à long terme. Et c'est là que l'analyse nous amène à une réflexion très profonde pour clore cette exploration. Quand on regarde tout cet écosystème, on voit une tension constante. Une tension entre le sommet et la base, ouais. D'un côté, on a des fédérations qui rêvent de monétisation immédiate, des clubs sans plan d'avenir, des salles parfois vides. Et de l'autre, la passion dévorante de quelques individus qui sacrifient leur temps pour que le sport survive. Exactement la réflexion provocatrice que je voulais partager avec notre audience pour finir. Prenez le cas de Philippe Plinss. Le meilleur joueur incontesté d'une ligue nationale est élevé au rang de légende en grande partie parce qu'il travaille bénévolement pour structurer la jeunesse et la section féminine. C'est beau, mais ça pose question. Est-ce la preuve d'une communauté incroyablement saine et solidaire, ou est-ce le symptôme alarmant d'une infrastructure totalement défaillante qui ne survit que grâce à l'épuisement de quelques individus passionnés? La ligne entre le romantisme sportif et l'exploitation d'un système bancal est très fine. C'est une excellente réflexion à garder en tête. À méditer, en effet. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration et à très vite pour une nouvelle plongée au cœur de l'information.